va revenir à un côté un peu plus macro, puisque on a une table ronde très complémentaire, très diversifiée et très paritaire. Je tiens aussi à le souligner, ça fait plaisir. Comme Olivier nous l'a un petit peu introduit, c'est vrai que là on est sur un sujet où qui a un impact extrêmement général, tout le monde est absolument touché. L'exposition autant individuelle qu'institutionnelle à la cybermenace est globale. Ces menaces sont de plus en plus protéiformes. Elles ciblent autant les systèmes Internet que les technologies, que les utilisateurs. Les hackers eux-mêmes ne correspondent plus du tout à l'image de romantique en fait, de l'adolescent dans son garage. C'est maintenant des organisations de par le monde qui achètent même des solutions clés en main sur le dark web. Donc on va commencer en fait cette conférence par Florian Nicollet, qui est consultant donc, chez Orange Security, qui va nous dresser un premier panorama de ces menaces, qui sera complété par Judicaël Ruby et Valérie Vallon de la police judiciaire de Lyon. Elles questionneront les complexités structurelles qui se posent, mais aussi géographiques et judiciaires, évidemment, auxquelles elles sont confrontées. Nous rentrerons ensuite plus précisément dans le détail des risques pour les entreprises, et notamment dans les métiers de la finance avec Pierre-Yves Hansen, qui est président de l'Association nationale des directeurs financiers et des contrôles de gestion, et CEO de Stormshield, qui est une filiale d'Airbus Défense. Le secteur banque, finance, assurance a été effectivement un des premiers secteurs impactés par les cybermenaces, de par notamment sa taille, ses réserves d'argent bien sûr, mais également sa puissance de stockage de données. Donc Pierre-Yves pourra nous donner les paradoxes de ces attaques et comment on doit arriver à des nouvelles réflexions, des nouveaux systèmes de prévention. D'ailleurs, à défaut d'anticiper, beaucoup d'entreprises en fait contre la gravité de l'impact des cyberattaques en contractant des polices d'assurance, sauf que des polices d'assurance classiques ne couvrent pas tous les risques qui sont liés aux cybermenaces. Donc il sera question avec Caroline Hilleret, chercheure à l'ENSAE et qui est dans le projet d'Olivier Lopez que vous avez vu par ailleurs juste avant, qui nous fera part donc, des questionnements qui sous-tendent les nouveaux modèles actuariels dont nous avons besoin. Dans les attaques de social engineering, une attaque qui est très courante, qui touche énormément de sociétés et dont on entend beaucoup moins parler aujourd'hui, c'est la fraude au président. Je me permets de la détailler parce qu'elle est intéressante. La fraude au président, l'attaquant ou les attaquants vont commencer par pénétrer dans le réseau de l'entreprise sans se faire repérer et vont apprendre de l'entreprise. Ils vont apprendre les méthodes de communication, les tons qui sont employés. Ils vont voir quels sont les schémas hiérarchiques, quel est l'organigramme et surtout quel est l'agenda du président ou des dirigeants, et profiter d'une absence de ce dernier pour contacter un comptable de préférence novice, arrivé depuis peu dans l'entreprise, et venir lui demander, en se faisant passer donc pour le président, de faire un virement important, confidentiel et urgent pour arriver à garder un grand contrat. C'est une attaque qui, il me semble, arrive jusqu'à ses fins, environ une fois sur 3. Et on peut arriver sur des montants relativement importants, certaines grosses multinationales ayant fait des virements de plusieurs millions d'euros. C'est une attaque très rentable. Alors il n'y a pas que le social engineering pour faire de l'argent sur Internet. Quand on est un petit malin qui se complaît dans l'illégalité, on a également d'autres attaques plus classiques. Ces dernières années maintenant, on voit la grande mode, c'est le ransomware, c'est du chantage. On va venir chiffrer tous les documents sur l'ordinateur, voire sur le réseau de toute l'entreprise, et venir demander une rançon. Certains groupes de pirates vont même jusqu'à pousser le concept à offrir un helpdesk pour les victimes qui auraient du mal à payer en bitcoin. Après, on peut citer d'autres méthodes beaucoup plus classiques qui sont donc le vol de données. La donnée aujourd'hui, on en a de partout et en fait, elle a de la valeur. Comme vous le savez bien, il suffit juste de trouver le bon acheteur.
En moyenne, un attaquant qui va pénétrer un réseau de sociétés sera découvert dans les 240 jours. Donc ça veut dire qu'il va avoir presque une année complète pendant lesquelles il va pouvoir siphonner des données. Et ça peut des fois être très important. On peut avoir également donc, du défaçage de sites. Ça sera plutôt pour de la vengeance, pour contrer des concurrents, ou bien pour seulement de l'idéologie. Dans les attaques idéologiques, on peut avoir du DDoS. Le groupe Anonymous en 2010 a voulu protester contre le blocage de Wikileaks par Visa, Mastercard et PayPal, et a fait tomber les sites par une attaque DDoS massive. Dans les attaques par déni de service, donc les attaques DDoS, les attaques par déni de service, cela consiste à faire tomber une infrastructure par un grand nombre de requêtes. Le record, la palme, a été au botnet Mirai, qui a également le deuxième record d'être le premier botnet constitué d'objets connectés, c'était des caméras IP, 145 000 caméras IP, et qui a inondé OVH en 2014 d'un DDoS à 1 terabit seconde, ce qui représente en l'espace d'une seconde le transfert de 40 Blu-ray. Voilà, donc c'est un grand panel, je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, je pourrais en parler pendant des heures. Si vous voulez, je répondrai à vos questions. Il y a aujourd'hui une grande diversité dans les attaquants. On n'est plus sur l'individu isolé dans son garage qui cherche à obtenir une reconnaissance du monde entier ou juste à s'amuser. On est vraiment aujourd'hui sur des grandes mafias qui sont très bien organisées, qui ont plusieurs métiers. Notamment dans ces métiers, on va avoir les spécialistes qui seront chargés de trouver les failles. Ce sont d'ailleurs des métiers qui peuvent être aujourd'hui totalement légaux. Une société française qui s'appelle Vupen Security, qui est une société totalement légale, a fait de son fonds de commerce l'identification, la découverte de failles dans les systèmes d'exploitation, dans les logiciels, dans les applications sur Internet ou les sites web, et de les vendre au plus offrant. Normalement à l'éditeur, mais on trouve parmi ses clients des organismes d'État comme la NSA ou de la DGSE qui souhaitent parfaire leur arsenal d'espionnage, ou alors des groupes mafieux. Une fois que les failles auront été trouvées, des spécialistes vont créer les malwares qui permettront de les exploiter, et les machines qui seront infectées vont rejoindre un botnet, donc c'est-à-dire un ensemble de machines qui peut parfois dépasser la puissance de calcul des plus grands supercalculateurs du monde, et arriver donc à diffuser toutes ces attaques. Donc en fait, on va vous faire une présentation avec Valérie Vallon, qui elle qui est enquêtrice au sein de la division économique et financière, mais qui a en plus le thème d'investigatrice en cybercriminalité. Alors en fait, le constat, c'est que nous aussi, au niveau de la police, on a dû s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de dossiers liés à de la cybercriminalité. Alors pour autant, pour vous donner un ordre d'idée, dans le cadre des dossiers économiques et financiers, ça représente entre 5 et 10% de notre portefeuille. Donc ce n'est pas non plus la majorité des dossiers qu'on traite. Mais effectivement, depuis 2 ans, on constate une augmentation de ce type de dossier. Alors en termes policiers, il y a 2 acceptions du terme cybercrime. Soit en fait, c'est le support d'autres infractions, c'est-à-dire que les outils numériques sont utilisés pour leur discrétion, leur anonymat, pour des infractions classiques. Alors je vais parler évidemment du darknet qui est utilisé pour le terrorisme, la pédopornographie, les stupéfiants, la fausse monnaie, enfin vous trouvez un peu tout ce que vous voulez sur le darknet. Et puis il y a ce qu'a évoqué Florian, effectivement, les outils numériques utilisés pour garantir l'anonymat dans le cadre de social engineering, d'escroqueries de type faux ordre de virement ou de fraude bancaire. Et puis, à la deuxième acception, c'est l'infraction elle-même de cybercrime qu'on qualifie en fait juridiquement d'atteinte à un STAD, système de traitement automatisé de données. C'est un délit
donc qui est prévu aux articles 323.1 et suivants du Code pénal, et qui est puni de peines qui sont comprises entre 2 et 10 ans d'emprisonnement, selon qu'elles soient commises en bande organisée, selon le type de cible visée, si c'est l'État, etc. Donc, on va vous donner quelques exemples en fait d'attaques, de dossiers de cybercrime qu'on a, quelques exemples concrets. Alors sur les risques actuels, donc principalement c'est les cryptlockers. Donc en fait, vous ouvrez un fichier avec une pièce jointe, et donc là en fait donc le cryptlocker va crypter vos données, et vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître avec une rançon. Donc ils vont vous demander de payer en Bitcoin souvent pour pouvoir obtenir la clé de décryptage. Et donc ça c'est le plus courant qu'on ait en ce moment. Donc souvent c'est sur les pièces jointes avec les macros en fait, qui sont rattachés aux pièces jointes. Ensuite on a donc notamment, donc ça touche tout type de société, les institutions publiques, les banques. Donc c'est tout le monde qui est concerné en fait. Ensuite on a le piratage de données. Donc ça, comme l'a dit Florian, donc c'est des intrusions qui sont faites, qui permettent le vol de données. Donc au niveau, nous, de la police, donc on a eu plusieurs dossiers qui concernaient le piratage de données, notamment les accès à une bibliothèque numérique d'un concurrent. Donc là, ils avaient obtenu les codes par une ancienne salariée. Et on a eu également des accès par des salariés qui avaient été licenciés et qui avaient obtenu donc des informations et qui avaient fourni des mails devant les prud'hommes. Donc ça, c'est le type de dossier qu'on peut avoir. On a aussi les attaques DDoS. Donc là, c'était le cas des DDoS de service. C'était une attaque de l'université qui a eu lieu pendant les examens. Et donc là, ils ont dû reporter les examens puisque ça avait mis en croix tout le système. Ensuite, on peut avoir également des dossiers qui concernent les détournements de domaine. Donc c'est les redirections vers un site malveillant, mais également on a pu avoir le cas d'une personne en fait dont on a porté atteinte, il y avait une intrusion sur sa plateforme de données, et ils ont créé en fait des noms de domaine en utilisant son nom et son identité. Et quand vous alliez dans les moteurs de recherche en tapant le nom de cette personne, en fait vous retombiez sur des sites qui la mettaient en cause en tant qu'auteur, que voleur, enfin, est recherché par la FBI, par Interpol. Donc en fait, ça peut aller très loin après au niveau des détournements de domaine et mettre en cause en fait l'identité des personnes. Après, on a du sniffing Wi-Fi, ça on a moins de dossiers là-dessus. Donc c'est l'écoute des réseaux Wi-Fi ouverts ou craqués et qui permet le vol d'informations en tout genre. Et toujours pareil aussi, les logiciels espions ou les spyware. Donc, ce qui est gratuit sur le net cache donc, généralement un accord tacite de transfert de données. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est gratuit. Et, enfin, voilà, avant de cliquer, réfléchissez à ce que vous faites. Alors, face à ce constat, quelle est la réponse pénale? Donc, il y en a une quand même, mais on a pas mal de difficultés. Alors, pourquoi? Parce que les hackers, déjà, il ne faut pas se mentir, ils sont beaucoup plus en avance techniquement parlant que les policiers du quotidien, dont ce n'est pas le cœur de métier à la base. Donc une des solutions qui commence un petit peu à être envisagée, ce serait peut-être au lieu, comme je vais l'expliquer juste après, de former des policiers à la cybercrime, c'est peut-être de recruter des contractuels, des gens du secteur privé qui maîtrisent ça et à la rigueur les former à l'enquête policière. Mais ça commence à être étudié parce que c'est vrai qu'on se retrouve vraiment face à des difficultés de gestion des enquêtes. Donc il y a déjà une complexité structurelle. Alors, face à cette nouvelle forme de criminalité, la Direction centrale de la police judiciaire a mis en place une structure spécialisée qui s'appelle la sous-direction de lutte contre la cybercrime, donc en créant des unités spécialisées par thématique. Alors, il y a une unité qui s'occupe de la répression des atteintes à un stade, l'une qui s'occupe de la répression des escroqueries aux technologies de l'information et de la communication, et une autre qui est plutôt spécialisée sur la répression des fraudes au système de paiement.
Donc effectivement, on essaye de s'adapter en spécialisant un petit peu les gens. De la même façon, je pense que ça, vous en avez entendu parler, il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle Pharos, qui veut dire plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. Je sais, dans la police, on aime beaucoup les acronymes compliqués. Donc cette plateforme, elle est dédiée justement au signalement de menaces ou d'infractions qui peuvent être commises sur Internet. Et puis de manière générale, donc pas seulement en police judiciaire, parce que la police judiciaire, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture de la police, c'est beaucoup trop compliqué, mais en gros la police judiciaire, c'est vraiment l'investigation pure et plutôt des enquêtes complexes. Mais la sécurité publique fait aussi de l'investigation, et donc il y a des policiers qui sont spécialisés et qui ont passé donc une formation pour devenir investigateurs en cybercriminalité comme Valérie Vallon. Donc, même si les structures policières se sont adaptées, les bémols sont là. Donc déjà, il y a des limites juridiques. Parce que, par exemple, en plus d'investigateurs en cybercriminalité, il y a certains enquêteurs qui ont passé une qualification de cyberpatrouilleurs. Donc, les cyberpatrouilleurs, ils peuvent faire des infiltrations. Donc, c'est très vrai, malheureusement, en pédopornographie. C'est-à-dire que là, on a un investigateur au service qui est spécialisé et qui arrive donc même à s'introduire sur le darknet dans des réseaux très, très fermés de pédophiles et qui ont permis, après des discussions très longues et la fourniture d'une banque de données d'images pédopornographiques, parce que forcément, pour se faire passer pour un pédophile, il faut bien fournir des images et jouer son rôle, entre guillemets, à des interpellations. Donc voilà, c'est super, sauf que ça prend énormément de temps et qu'il y a des limites juridiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire pour n'importe quel type d'infraction. Il ne faut pas provoquer une infraction. Enfin, forcément, c'est limité juridiquement. Donc, on a eu le cas d'une escroquerie aux faiseurs de virements où finalement la société victime avait embauché un enquêteur privé spécialisé en cybercrime qui, lui, forcément, n'avait pas de limite juridique et a pu rentrer à un moment directement en contact avec les escrocs et nous récupérer des données qu'on n'aurait jamais pu avoir nous-mêmes. Ensuite, il y a des limites techniques, parce qu'on ne va pas pleurer sur le sort de l'administration, mais le matériel, il n'est quand même pas toujours adapté. Et puis, il ne faut pas se leurrer, objectivement, les compétences techniques des enquêteurs, elles ne sont parfois pas du tout suffisantes pour identifier des hackers, notamment pour tout ce qui est crypto-locker. Autant vous dire qu'on prend la plainte et derrière, malheureusement, on ne va pas bien plus loin. Notamment parce qu'évidemment, vous savez qu'ils passent par le réseau Tor, etc. Et on se retrouve très vite limité en termes d'investigation. Puis, il y a des limites géographiques. Puisqu'en fait, ces enquêtes, forcément, elles nécessitent des investigations transnationales. Et ça, c'est la deuxième complexité, c'est la complexité géographique. Donc, la coopération internationale, elle est nécessitée par ce type d'enquête. Je vous donne un exemple très simple. On a une enquête qui concernait le logiciel Blackshade. À la base, c'était une enquête menée par le FBI sur ce logiciel malveillant qui permettait de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur. Donc en fait, il y a eu une action concertée quand même d'interpellation au niveau européen, ce qui, je peux vous dire, n'est quand même pas facile à monter, pour interpeller, donc sur la même semaine, les acheteurs qui avaient été identifiés de ce logiciel, sachant qu'il y avait eu des utilisations très variées. Ça pouvait être le petit gars dans son coin qui voulait rigoler et voilà, et embêter je ne sais qui, à des utilisations un petit peu plus poussées, quoi. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'enquête vraiment transnationale. Le problème au niveau de la coopération internationale, c'est qu'elle est loin d'être gagnée à ce niveau-là. Alors déjà, comment on fait quand on a une enquête? Selon le cadre juridique, au niveau des magistrats, on peut solliciter par ce qui s'appelle soit une demande d'entraide pénale internationale ou une commission rogatoire internationale des actes à réaliser à l'étranger. Le problème, c'est que selon les pays, soit on n'a pas de réponse, soit il y a des réponses mais qui sont partielles, ou les réponses arrivent un an après. Donc autant dire qu'il n'y a plus trop d'intérêt. De la même façon, au niveau des policiers, nous, quand, donc je vous dis, on est très vite bloqué parce que ça dépasse les frontières, donc il faut qu'on fasse des réquisitions. Mais là, c'est un peu pareil en termes de réponse. C'est-à-dire, par exemple, on a, dans le cadre des escroqueries, on revient encore, les fauseurs de virements internationaux, notamment faux vieux au président, les escrocs, ils créent des noms de domaine qui collent avec le nom de domaine de la société, puisqu'ils se font passer pour le président souvent est accompagné d'un avocat, donc il crée des noms de domaine, par exemple lawyer.com, etc. Et là, en fait, nous,
on remonte jusqu'à l'hébergeur de site. Et pour ne pas le citer, OVH, quand vous faites une réquisition pour leur demander qui a créé le nom de domaine depuis telle adresse IP, tel jour, etc., la réponse est écoutez, nous garantissons l'anonymat de nos clients, donc on ne vous répond pas. Voilà, donc nous, si on n'a pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Autre bémol, c'est que la législation, elle diffère selon les pays. Parce que par exemple, la notion de blanchiment va pas être, notamment pour tout ce qui est donc fraude aux moyens de paiement, la notion de blanchiment, elle va pas être vue de la même façon qu'en France. C'est-à-dire que ils vont suspecter, ils vont considérer qu'une personne est de bonne foi, là où nous, on aurait dit bon, il y a quand même quelques éléments qui prouvent qu'elle ne l'est peut-être pas, et puis qu'il faut peut-être un petit peu au niveau de l'audition la questionner un peu plus de manière serrée, quoi. Et puis on a le problème, évidemment, on est confronté au big data, et ça, évidemment, ça démontre la complexité internationale et donc la réponse pénale qui l'est aussi. Et enfin, donc justement, la complexité judiciaire. Alors, pourquoi ? Parce que la politique pénale, elle est fixée par les magistrats. Alors, je vous redonne l'exemple encore des faux ordres de virement internationaux, parce que c'était assez caractéristique. Au début, je me rappelle d'avoir eu plusieurs magistrats du parquet pour leur rendre compte de plaintes qu'on avait prises de sociétés, et leur réponse était de dire en gros, si le comptable est con, excusez-moi, on va pas ouvrir une enquête pour ça. On explique que oui, dans ce cas-là, celui qui se fait voler son téléphone portable, dans la rue, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, bon, donc il a fallu vraiment même convaincre les magistrats que, c'était une réelle escroquerie, qu'il y avait des enquêtes, etc. à faire. Au début, je vous passe aussi le truc de dire, le comptable, il doit être complice, c'est pas possible, c'est vraiment trop particulier. Bon, donc ça a évolué, il y a une meilleure prise en compte de ces nouvelles formes de criminalité, mais pour autant, dans le cadre de la politique pénale, vous imaginez bien que par rapport au terrorisme ou à tout ce qui concerne les atteintes aux personnes, là, on est dans les atteintes aux biens, voire un peu parfois dans du virtuel, je veux dire le défaçage, tout ça. Donc autant vous dire qu'effectivement, c'est pas forcément les enquêtes sur lesquelles les magistrats vont être les plus présents. Donc parfois, ils hésitent, si par exemple c'est une tentative, ils hésitent à délivrer une demande d'entraide pénale internationale en se disant, bon, le résultat est aléatoire, les investigations vont être longues, est-ce que ça vaut le coup ? Donc ils prennent souvent en compte le ratio moyen engagé, résultat envisagé, avant de nous faire lancer des investigations dans un sens ou dans un autre. Donc face à ce constat un petit peu pessimiste, on a quand même quelques solutions à proposer sans empiéter sur ce que dira M. Einstein, mais on a 2-3 solutions quand même peut-être à proposer. Donc tout d'abord, les accueils sont là pour détecter les failles des systèmes de sécurité. Donc pensez à faire des audits réguliers en termes de sécurité à réaliser pour mettre en place des systèmes de protection adaptés à votre société, à la taille, à l'entreprise, à votre activité, notamment les antivirus, externaliser la sécurité informatique par des suivis réguliers, héberger vos données à l'extérieur de la société, notamment avec des serveurs externes. Et sauvegarde, là, ce qu'on a vu récemment, en fait, c'est que suite à un CryptoLocker, en fait, ils faisaient une sauvegarde régulière toutes les heures donc, de leurs données, donc, ce qui a permis, en fait, donc ils n'ont pas payé la rançon, et donc ce qui a permis donc, de récupérer l'intégralité quasi de leurs données. Donc souvent, on voit des sauvegardes de 24 heures, et donc là, vous avez quand même une journée de travail qui est perdue sur la société. Donc pensez à faire des sauvegardes, même si je sais que ça prend beaucoup de place, des sauvegardes plus régulières. Ensuite, il faut penser que donc, la faille, donc, c'est l'humain à 80%. Donc 80% des failles sont humaines. Donc il faut prendre le temps d'analyser un émetteur, un destinataire, quelqu'un qui vous envoie une demande, toujours vérifier son mail. S'il s'agit, avec les en-têtes complets de mail, vérifier que c'est bien la personne que vous connaissez. Ensuite, faire attention donc, au contenu, aux malwares qui sont contenus dans les pièces jointes, les photos et les vidéos. Notamment si vous avez l'habitude de télécharger des photos et des vidéos qui sont extra-professionnelles. Ne pas mélanger donc, la vie publique et la vie privée. Éviter de ramener du travail de la société chez vous et inversement. Notamment avec les réseaux sociaux aussi. Éviter de diffuser des informations personnelles sur votre emploi, votre activité, enfin, la place que vous occupez dans la société. Ça, c'est toutes des informations en fait, qui sont recherchées par les hackers. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des notes internes de sensibilisation.
Comme par exemple le comptable qui s'est retourné contre sa société parce qu'il n'avait pas été informé des risques qu'il encourait. Enfin, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une politique en fait qui doit être menée par les sociétés, de former, d'informer en fait les salariés sur les risques encourus. Après, ça peut aller au licenciement, enfin ça peut aller à plein de choses, des dépressions, donc à plein de choses. Donc ça, c'est intéressant pour les salariés d'avoir cette formation et ces informations. Et après, on avait pensé aussi à la création de serveurs de données au niveau européen pour éviter le stockage des données des pays qui ne collaborent pas. Mais bon, après, ça c'est sur l'ouverture et l'Union européenne à suivre. Vous l'avez compris, depuis le début de la table ronde, les menaces qui pèsent sur les entreprises, et pas spécifiquement dans le secteur de la finance ou de l'assurance d'ailleurs, hein, les menaces qui pèsent sur les entreprises sont évidemment réelles et sont en constante augmentation, que ce soit quantitativement et qualitativement. On l'a dit, voilà, on sait pourquoi. On est passé d'une cyberdélinquance un peu artisanale, hein, il y a une quinzaine d'années, à de vraies organisations mafieuses, aujourd'hui criminelles, très compétentes en la matière, qui se sont dotées d'expertise technique, de sorte à toujours avoir un peu un coup d'avance sur les systèmes de protection. Donc ça, c'est la réalité. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les entreprises sont très mal protégées, sont très mal préparées à ça. Et je ne dis pas ça parce qu'on fait nous-mêmes des produits de sécurité. Nous, notre objectif, c'est que les entreprises soient bien protégées. Malheureusement, ce qu'on constate tous les jours, c'est qu'elles le sont mal, et pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir. Et l'attaque WannaCry du 10 et du 11 mai nous l'a montré d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la limite, WannaCry, ce n'était pas qu'une problématique de protection de son système d'information, mais c'était déjà une problématique de mise à jour de son système d'information. WannaCry a exploité une faille dans Windows, et on parle de plus de 200 000 entreprises touchées dans le monde. En France, très peu ont communiqué, parce qu'il n'y a pas encore cette obligation-là. Il y a Chrono qui a ouvertement communiqué, mais de grandes entreprises internationales comme FedEx, Telefonica, des aéroports, une grande partie du système de santé en Grande-Bretagne, des systèmes de signalisation routière. Enfin, on a vu que ça a touché tout type d'entreprises, et pas simplement parce qu'elles étaient mal protégées, mais simplement parce que leur système d'information n'était pas à jour, des patchs n'étaient pas installés, ou elles utilisaient des versions anciennes de systèmes d'information Microsoft qui n'étaient pas à jour et qui n'étaient plus, je dirais, suivis par l'éditeur. Et ça, il y a différentes choses à ça. La problématique du fait que les entreprises sont mal protégées, c'est que la sécurité aujourd'hui est toujours perçue comme une contrainte dans l'entreprise, malheureusement, et non pas comme un élément essentiel, un pan à part entière de leur transformation numérique, du développement de leur informatique. Et tant qu'on aura cette problématique, la sécurité restera soumise à des contraintes budgétaires qui fait qu'on fait le strict minimum. Comme pour les maladies graves, on pense que les problèmes de sécurité, ça n'arrive qu'aux autres, et on attend généralement d'avoir un gros pépin pour mettre en place des moyens. Donc ça, c'est la réalité, et tous les experts sont d'accord pour dire que WannaCry, malheureusement, n'est qu'un coup de semonce. C'est-à-dire que finalement, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias, et c'est normal. Le butin, en l'occurrence, pour les cyberattaquants est plutôt faible, parce que je crois qu'on parle de 40 à 60 000 $ pour une attaque qui a rayonné au niveau mondial, donc ce n'est pas important. Mais on sait très bien, et tous les experts le disent, on est à la merci, et il arrivera un jour, des attaques massives qui mettront à genoux des pans entiers d'économie, qui peuvent mettre à genoux des pays. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent un peu le sujet. A été révélé aujourd'hui un malware qui a été découvert dans le domaine industriel, qui attaque donc en l'occurrence des systèmes SCADA, qui sont les systèmes informatiques qui pilotent des systèmes industriels. Et les SCADA, vous en avez dans les centrales nucléaires, vous en avez dans les stations de décontamination d'eau, vous en avez dans les barrages hydrauliques, vous en avez dans les systèmes d'embouteillage, vous en avez dans les systèmes ferroviaires. C'est partout, l'informatique est partout. A été dévoilé aujourd'hui donc un malware qui a eu pour l'instant qu'un petit impact au mois de décembre dans une centrale électrique en Ukraine,
qui a simplement été bloqué 1 heure. Voilà, les opérateurs n'ont pas compris pourquoi tout a sauté pendant 1 heure. Ils ont été obligés de déconnecter complètement l'informatique et de tout rebrancher manuellement. Ce n'est pas aller plus loin. Mais voilà, le virus a été découvert aujourd'hui et on s'est aperçu qu'il est, entre guillemets, compatible avec tous les systèmes informatiques présents dans les centrales électriques en Europe. Un peu moins aux États-Unis, un peu moins en Asie. Mais donc voilà à quoi on est exposé. Et je ne dis pas ça pour faire peur une fois encore. Un jour ou l'autre arrivera quelque chose de massif qui sera beaucoup plus embêtant que ce qui est arrivé avec WannaCry, parce que WannaCry, finalement, les dommages ont porté sur des infrastructures bureautiques, des entreprises qui se sont fait chiffrer leurs données, un peu également de problématiques de production industrielle, on l'a vu chez Renault, et malheureusement, voilà, on a peur que ce ne soit que l'arbre qui cache la forêt. Et donc, on peut rappeler également un virus qui s'appelle Stuxnet en 2010, qui a complètement bloqué et anéanti le système de production nucléaire iranien. Peu importe d'où venait d'ailleurs ce virus, en tout cas ça fait 7 ans et l'Iran ne s'en est pas remis. Donc on voit aujourd'hui que les problématiques de cybersécurité, de la cybercriminalité ne concernent pas uniquement que les entreprises et des problèmes d'IT, mais concernent également des problèmes vraiment industriels aujourd'hui. Et donc la grande crainte aujourd'hui, et ce n'est jamais arrivé, c'est que demain, il y ait des dommages humains consécutivement à des attaques. Voilà, quand on voit tout ce qui est piloté par de l'informatique au niveau industriel aujourd'hui, on voit que malheureusement, on n'est pas à l'abri de cela. La réglementation liée aux données personnelles aux États-Unis est très stricte, cela depuis le début des années 2000. Donc les entreprises sont très sensibilisées sur l'importance de la protection et de faire attention à ne pas faire voler des données de clients. Et donc ils sont plus sensibilisés à ce risque-là et ont contracté des assurances assez tôt, beaucoup plus tôt qu'en France et en Europe. Et d'autre part, ils ont l'obligation légale de déclarer des attaques cyber, des pertes de données lorsque celles-ci arrivent. Donc en France, ça va évoluer, ça va changer, puisque la réglementation va obliger, notamment l'année prochaine, normalement, on devrait obliger les entreprises à déclarer les incidents cyber qu'elles subiraient. Donc ça va, je pense, sensibiliser d'autant plus les entreprises à ce risque-là, donc pour se couvrir. Donc il y a la réglementation, bien sûr, pour les inciter. Il y a aussi la conscience que ce risque est de plus en plus présent. Donc on a parlé de l'attaque WannaCry du mois dernier, mais on observe de plus en plus d'attaques cyber, de plus en plus fréquentes et avec des impacts financiers de plus en plus importants. Alors ce marché, la cyberassurance, il y a beaucoup de difficultés, certains challenges qui freinent son développement. Alors Olivier, dans sa présentation, on a parlé de quelques-uns, donc je vais être assez rapide. Donc je pense une peut se résumer par la différence, l'asymétrie d'information entre les assurés et les assureurs. Pour un assureur, il est difficile d'évaluer quel est vraiment le risque auquel il s'expose lorsqu'il reprend le risque cyber d'une entreprise, comment cette entreprise met en place elle-même des systèmes de sécurité de son système informatique, de ses données, etc. Donc ça, c'est un risque qui est une difficulté de bien savoir quel risque l'assureur couvre qui est assez importante. Donc on a aussi le problème de déclaration de sinistres qui n'est pas toujours fait ou fait de façon très fiable. Les entreprises peuvent avoir un biais à ne pas déclarer de petits sinistres pour des problèmes d'image, de mauvaise publicité, de réputation, ou alors pour éviter une prime d'assurance qui serait trop élevée. Donc tout ça, c'est des questions de risque moral qui sont bien connues en assurance, mais qui sont exacerbées ici par les montants en jeu. Mais il y a aussi des risques spécifiques, par exemple le risque juridique. Il faut être assez vigilant sur le périmètre du contrat d'assurance, bien identifier quel est le champ des responsabilités et les limites pour arriver suite à limiter les recours judiciaires et les recours au contentieux. C'est un risque qui bouge, un risque mouvant, on l'a bien vu ici par les différents intervenants, qui bouge sans cesse, qui évolue. On a très peu de données. Il y en a un peu plus aux États-Unis, mais en Europe, on en a très peu. La fiabilité des données est remise en question. Il y a beaucoup de données, d'informations qui est un peu cachée et pas déclarée.
Voilà, donc tout ça rend difficile la quantification du risque cyber. Notamment, il y a des risques cyber, donc des dégâts qui sont donc matériels, que là on peut arriver à quantifier, mais aussi des dégâts plus immatériels, des dommages plus immatériels, comme la réputation, comme la mauvaise publicité, la perte de crédibilité, qui eux sont plus difficilement monétisables. Donc tout ça fait c'est un risque difficile à quantifier, c'est un risque jeune. Donc du coup, les assureurs sont plutôt assez prudents au niveau de leur tarification et de leur offre sur ces risques-là. Donc voilà, c'est un marché qui est un petit peu difficile, mais qui va beaucoup évoluer. Donc quelques pistes pour conclure qui permettraient d'arriver vers un marché un peu plus fluide. Donc je pense que pour moi, la clé, c'est d'arriver à une meilleure diffusion et un meilleur partage de la donnée et de l'information entre les différents protagonistes. Donc bien sûr, un partage de données qui doit être assez... avec le problème de confidentialité, bien sûr, qui se jouxte à cette question-là. Un prérequis à l'assurance, au contrat d'assurance, serait d'avoir des prérequis d'assurabilité, c'est-à-dire que l'entreprise devrait faire une certaine cartographie de son système informatique, devrait avoir un certain audit de quelles sont les mesures qu'ils mettent en place au niveau de leur sécurité des données et de toute leur infrastructure. Alors, elles n'ont pas forcément les moyens de le faire, donc ça pourrait être des sociétés spécialisées dans le domaine qui pourraient bien sûr aider là-dessus, qui pourraient être aussi une sorte de médiateur entre l'assuré et l'assureur, qui permettrait d'abord ensuite un contrat d'assurance qui serait plus adapté, plus en adéquation avec les risques de l'entreprise et qui permettrait en cas d'attaque d'avoir une réponse rapide, parce qu'on sait quand il y a quelqu'un qui s'introduit dans les systèmes, la rapidité de la réponse est quelque chose de primordial pour limiter l'impact de l'attaque. Voilà. Et puis pour nous aussi, chercheurs qui souhaitons travailler et apporter notre pierre à l'édifice là-dessus, il semble aussi important d'avoir un partage de données, une plateforme bien sûr sécurisée et anonyme de données qui permettrait aux personnes donc de mieux évaluer et quantifier ce risque pour pouvoir ensuite mieux l'assurer.